Et si nous vous disions qu'une des nations les plus pauvres d'Afrique venait de rembourser une somme colossale de 44,79 milliards de dollars de dettes sans un seul centime venant de l'Occident? Cela semble impossible, n'est-ce pas? Eh bien, c'est le Burkina Faso qui change la donne et déclare « Nous n'avons pas besoin de vous, l'Occident ». Ils se plaisent à le dire chaque année dans leurs sondages économiques. Le Burkina est le pays le plus pauvre, le Mali est le pays le plus pauvre, le Niger est le pays le plus pauvre. Nous sommes classés parmi les derniers. Très bien, si nous sommes aussi pauvres qu'ils le disent, mais quand est venu le moment de prendre nos responsabilités, nous avons demandé à ces maîtres de quitter les lieux. Pourquoi ne veulent-ils pas partir? Ces pays peu connus montrent au monde comment briser les chaînes de l'aide financière occidentale. Alors voici la vraie question. Pourquoi continuons-nous à idolâtrer l'idée que l'Afrique ne peut pas se tenir sur ses propres jambes? L'Occident affirme que l'Afrique est trop dépendante. Mais les Burkina Faso prouvent le contraire. Ils viennent de rembourser leurs dettes nationales sans dépendre de personne. Imaginez cela, un pays souvent considéré comme l'un des plus pauvres d'Afrique, prenant le contrôle de son avenir financier, et par ses propres moyens. Mais comment? Découvrons-les. En 2024, lorsque le docteur Apollinaire Kyame Tamela, Premier ministre du Burkina Faso, a annoncé le remboursement de 4,79 milliards de dollars de dettes intérieures, le monde a été stupéfait. Pas de plan de sauvetage du FMI, pas de prêts de la Banque mondiale, pas de subventions des nations occidentales. C'était un acte de défi financier, une déclaration audacieuse selon laquelle le Burkina Faso ne suivait plus les règles du système financier international. Ils n'ont pas cédé à la narration selon laquelle les nations les plus pauvres d'Afrique sont condamnées à dépendre de l'aide et des prêts étrangers. Au lieu de cela, ils se sont tournés vers leur peuple et leur marché. Dans une région définie par sa dépendance au soutien financier occidental, le Burkina Faso a réécrit l'histoire. Mais comment ces petits pays enclavés, souvent étiquetés comme un cas désespéré sur les plans financiers, a-t-il réussi à accomplir un exploit si monumental? Comment le Burkina Faso a-t-il pu rembourser près de 5 milliards de dollars de dettes tout en naviguant dans un paysage politique et sécuritaire volatile? La réponse réside dans une série de mesures stratégiques calculées qui ont transformé la dette intérieure en une bouée de sauvetage économique. La première stratégie clé qui a permis au Burkina Faso de rembourser sa dette a été un changement complet dans son approche du financement. Au lieu de se fier aux prêts étrangers ou à l'aide des institutions occidentales, le Burkina Faso s'est tourné vers l'intérieur. Le gouvernement a émis des obligations pour des investisseurs locaux, des entreprises, des banques et des particuliers au sein du pays qui avaient de plus en plus confiance dans le leadership et le projet économique du pays. À première vue, il peut sembler contre-intuitif pour un pays confronté à des défis économiques, y compris des menaces sécuritaires, des groupes insurgés, d'encourager l'emprunt domestique. Mais les dirigeants du Burkina Faso ont reconnu qu'un sentiment croissant de fierté nationale et d'unité, combiné à une infrastructure financière en évolution, créait une opportunité unique pour exploiter les marchés locaux en émettant des obligations gouvernementales sur les marchés locaux. Le Burkina Faso a créé un canal permettant aux investisseurs domestiques de financer directement les remboursements de la dette nationale. Cette stratégie reposait sur la confiance. Les dirigeants burkinabés ont cultivé un sentiment de confiance dans leur capacité à gérer l'avenir financier du pays, en promouvant la discipline budgétaire et un engagement envers le développement des infrastructures. Les investisseurs locaux étaient plus enclins à prêter à leur nation. Le Burkina Faso n'était plus dépendant des marchés étrangers ou des banques internationales, mais comptait sur la force financière de son peuple. Ce choix a contribué à transformer l'état d'esprit national, passant d'une dépendance à l'aide étrangère à une croissance dans les solutions locales. Les résultats ont été impressionnants. La confiance des investisseurs a grimpé en flèche et le Burkina Faso a réussi à exploiter une ressource domestique jusqu'alors inexploitée, le capital local.
En se concentrant sur cette stratégie, le Burkina Faso a montré que la dette intérieure pouvait être un outil puissant d'autosuffisance. Un des aspects les plus impressionnants de la stratégie de remboursement de la dette du Burkina Faso a été la capacité du gouvernement à maintenir la confiance des investisseurs malgré un environnement politique et sécuritaire turbulent. La menace du terrorisme et les conflits en cours dans la région du Sahel ont exercé une pression considérable sur les pays. Pourtant, les dirigeants du Burkina Faso ont navigué habilement à travers ces défis en maintenant un environnement financier stable qui leur a permis de continuer à émettre des obligations et de lever des fonds au niveau local. Et dans un pays où l'instabilité conduit souvent à une fuite économique et où les investisseurs fuient généralement par crainte des conflits, le Burkina Faso a fait l'inverse. Le gouvernement a pris des mesures pour garantir que son marché obligataire reste attractif pour les investisseurs. Le Premier ministre et son équipe ont mis l'accent sur la transparence, une gestion budgétaire claire et un engagement à réduire la dette nationale. Ils ont prouvé aux investisseurs que, même en période de crise, le Burkina Faso possédait la résilience et la détermination nécessaires pour réussir à la tempête. Un autre facteur crucial a été l'utilisation stratégique des ressources naturelles du pays. Avec l'exploitation minière, comme l'un des principaux moteurs économiques du Burkina Faso, le gouvernement a pu tirer parti des revenus de son industrie aurifère pour soutenir sa dette intérieure. Cela a donné aux investisseurs une couche supplémentaire de sécurité, sachant que le gouvernement disposait des ressources précieuses qui pouvaient être mobilisées si nécessaire. Face aux pressions extérieures, le Burkina Faso a fait un choix que peu d'autres nations africaines envisageraient. Ils ont pris le contrôle de leur avenir financier et ont communiqué leur résilience aux investisseurs. Plutôt que de céder aux exigences de l'Occident pour un changement politique ou une austérité budgétaire, ils ont choisi de s'appuyer sur leur écosystème financier. Et cela a fonctionné. En remboursant une dette de 4,79 milliards de dollars, le Burkina Faso n'a pas seulement équilibré ses comptes, mais a créé des conditions de croissance économique durable à long terme. Le gouvernement a utilisé les fonds levés non seulement pour rembourser la dette existante, mais aussi pour financer les projets à long terme qui renforceraient la résilience économique du pays. L'exemple du Burkina Faso est une déclaration audacieuse sur l'avenir de l'Afrique. En remboursant sa dette intérieure grâce à des stratégies locales et des investissements domestiques, le pays a prouvé qu'il n'avait pas besoin de l'Occident pour prospérer. Cette réussite n'est pas seulement une histoire de finances. C'est une histoire d'indépendance économique. En prenant un pari sur son peuple, ses marchés et ses ressources, le Burkina Faso a redéfini les règles du jeu. Au lieu de s'appuyer sur les institutions internationales ou de quémander de l'aide, le gouvernement a misé sur sa force nationale. Ils ont utilisé le capital local, renforcé la confiance des investisseurs et réinvesti dans la croissance à long terme du pays. En faisant cela, ils ont établi un nouveau précédent pour l'avenir économique de l'Afrique. Mais alors, si le Burkina Faso peut le faire, pourquoi les autres nations africaines ne suivent-elles pas cet exemple? Répondez-nous dans les commentaires. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner sur Toufface Actu. Ces impérialistes n'ont qu'un seul cliché en tête. L'Afrique est l'empire des esclaves. C'est comme ça qu'ils voient l'Afrique. Pour eux, les Africains les appartiennent. Nos terres les appartiennent. Nos sous-sols les appartiennent. Ils n'ont jamais pu changer de logiciel jusqu'à aujourd'hui. C'est déplorable. Mais comment procèdent-ils? C'est malheureusement depuis donc ces années 60 où ces simulacres d'indépendance ont été donnés à l'Afrique. Ils n'ont juste fait que placer des valets locaux à la tête, selon eux, de leur sous-préfecture pour pouvoir continuer à les alimenter. Ces valeurs locaux que nous allons qualifier aujourd'hui d'esclaves de salon n'ont d'autre repère que de chercher à vivre comme le maître, à satisfaire le maître et à faire tout ce que le maître lui dicte. Ils volent, ils pillent nos États, amènent tout chez le maître et leur richesse est conservée chez le maître. Ils font tout pour vivre comme le maître et toujours le satisfaire. Lorsque le maître commande, ils exécutent. Savez-vous qui sont ces esclaves de salon? Eh bien, nous allons vous expliquer ce que c'est. Ce sont des individus
qui n'ont aucune dignité, qui n'ont aucune morale, qui n'ont aucune personnalité. Mais le maître esclave a toujours su identifier ces individus. Ils sont toujours prêts à trahir leurs frères pour satisfaire le maître. Ils nous ont trahis depuis l'indépendance et d'autres continuent jusqu'aujourd'hui à nous trahir au profit de leur maître. Ces individus continuent toujours, contre vents et marées, à piller l'Afrique, à aider le maître à piller l'Afrique. Ils se plaisent à le dire chaque année dans leurs sondages économiques. Le Burkina est le pays le plus pauvre, le Mali est le pays le plus pauvre, le Niger est le pays le plus pauvre. Nous sommes classés parmi les derniers. Très bien, si nous sommes aussi pauvres qu'ils le disent, mais quand est venu le moment de prendre nos responsabilités, nous avons demandé à ces maîtres de quitter les lieux. Pourquoi ne veulent-ils pas partir? Lorsque nous prenons le cas du Niger, depuis plus de 40 ans, certains pays exploitent l'uranium pour produire de l'énergie chez eux. D'Ottawa jusqu'à Paris, les rues sont illuminées, c'est la lumière. Mais au Niger, c'est l'obscurité qui nous est servie. Lorsque vous partez dans nos États, nos sols sont troués de toutes parts pour rechercher les métaux précieux tels que l'or. Mais souvent, il n'y a même pas la moindre route accessible pour atteindre les zones où ils exploitent l'or, encore moins certains services sociaux de base. Voilà pourquoi nous avons décidé de nous révolter et de prendre le destin de nos pays en main. Il y a bien d'autres exemples. Mais lorsque nous avons décidé ainsi, eh bien, nous avons été approchés par certains esclaves de salon pour nous passer le message de leur maître. Parce qu'ils avaient créé cette sorte de chaîne polymère qui se relève à la tête de nos États pour les servir. Et nous sommes venus briser la chaîne. Et c'est inconcevable pour eux. Ils nous ont donc approchés et ils nous ont demandé de rentrer dans les rangs pour faire partir de l'élite qui doit diriger l'Afrique. Parce qu'ils ont une élite formée et formatée qui doivent suivre, qui sont incrustés dans cette chaîne-là. Nous avons refusé de rentrer dans leur rang. Et dès lors, les hostilités ont commencé. Et ils ont fait fourvoyer dans nos zones plusieurs mercenaires, des formateurs. Les agents sont descendus dans le Sahel pour espérer mener des attaques barbares, lâches contre nos populations, espérer les révolter. En plus de ces attaques sur le terrain, les attaques communicationnelles, la manipulation, la désinformation battent son plein dans leur rang. Mais les peuples du Sahel ont compris et plus jamais on ne pourra les manipuler. Ils savent d'où ils viennent, ils savent ce qu'ils font et ils savent où ils partent. Nous vous informons chaque jour. Ici, nous décortiquons les actualités africaines et du reste du monde. À plus.